Bonjour à tous et à toutes. Nous voilà donc pour la deuxième partie de la vidéo donc consacrée aux Illyriens. Nous avons vu donc précédemment que ce peuple d'origine indo-européenne était constitué de tout un conglomérat de tribus, hein, et que le terme d'Illyrien était un terme générique appliqué par les Gréco-romains à tout un ensemble donc de tribus qui n'étaient pas forcément identifiées par elles-mêmes comme illyriennes. Et on avait également remarqué qu'à certaines périodes, il a existé un titre honorifique, hein, de roi des Illyriens, souvent cité tel quel par les sources antiques. Donc là, on va s'intéresser plus particulièrement à l'histoire des Illyriens ainsi que leurs nombreux conflits avec leurs voisins grecs et romains. Et il faut déjà voir d'emblée, ce que j'avais pas dit dans la vidéo précédente, c'est qu'on n'a aucune source écrite en langue illyrienne. Hein, c'est comme le celte à l'époque, hein, c'est une langue uniquement orale. Donc les seules sources littéraires dont nous disposons sont celles écrites en grec ou en latin. Donc évidemment, ça va biaiser un petit peu le regard que l'on va porter au sujet des Illyriens. Alors, je vais d'abord voir premièrement hein, les guerres contre les Gréco-Macédoniens. Donc, je vais essayer de faire relativement court et résumé. Hein, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Donc, en tout cas, les Illyriens, on le voit à travers cette carte-là, sont en contact avec, bien sûr, le monde grec, hein, notamment les Macédoniens et les Épirotes, mais également avec certaines euh, colonies grecques, hein, comme on voit par exemple ici Corcyre ou Phénicée, qui ont été fondées notamment par des Corinthiens. Et donc les Illyriens ont représenté une menace hein, pour leurs voisins grecs hein, par leurs nombreuses incursions. Alors là, cette carte est assez bien faite pour le coup parce qu'on voit donc en bleu les peuples grecs, donc que ce soit les tribus épirotes, hein, notamment les Molosses, les plus connus, ou là des tribus de Haute-Macédoine, dont l'inceste, notamment, hein, ou les Tymphéens en grande partie. En vert, donc c'est les tribus méridionales illyriennes. Et en rouge, on a les Dardaniens, qui sont un coup considérés comme des Thraces, un coup comme des Illyriens, donc on va plutôt les appeler Thraco-Illyriens. Donc en tout cas, donc je reviens à l'émergence, on va dire, de la puissance illyrienne au IVe siècle avant notre ère, avec un roi, un grand roi fondateur, hein, qui s'appelle Bardilis, ou Bardilis Ier, donc qui a, d'après les sources, le titre de roi des Illyriens, même si bon, ce titre peut porter à caution, comme on l'a vu dans la précédente vidéo, et il prend comme capitale Skodra, donc on est là en Albanie actuelle, hein, qu'on appelle donc Skoder actuellement, donc elle n'est pas sur la carte, mais enfin elle se situe en Albanie actuelle. Et donc il va d'abord en 385 défaire les Molosses, hein, donc qui est la tribu principale d'Épire, hein, avec l'aide du puissant tyran de Syracuse, le fameux Denis. Donc que je vérifie, mais Bardilis est bien roi des Dardaniens au départ. Hein, donc cette fameuse tribu thraco-illyrienne. Et donc en 383, il envahit la Macédoine, donc sous le règne d'Amytins III, donc qui est le grand-père d'Alexandre le Grand. Et il va même imposer aux Macédoniens le paiement d'un tribut. Et donc sous Perdiccas III, donc qui succède à Amytins III, une nouvelle guerre donc oppose les Illyriens aux Macédoniens, au point bah, que Perdiccas III donc périt hein, avec 4000 de ses hommes face à l'armée des Illyriens. Et en 359, Bardilis envahit la Haute-Macédoine. Donc vous voyez ici, hein, Orestide, Tymphée, Lyncestide. Et bah, finalement, les Illyriens sont vaincus par Philippe II au début de son règne, hein, Philippe II qui a succédé à Perdiccas III, et 7000 Illyriens trouvent la mort dans la bataille, dont Bardilis alors
âgés d'un âge très, très avancé. Et ben finalement, le royaume illyrien, donc on dira le royaume des Dardaniens, hein, est finalement conquis en 355 par Philippe II. Alors ensuite, d'autres rois, donc Clitos et Glaucias, les rois des Illyriens, vont profiter de la mort de Philippe pour de nouveau menacer la Macédoine. Donc Clitos, qui est un roi de la tribu des Dardaniens, et Glaucias, lui, qui est un roi des Tolentiens. Hein, vous voyez ici la Tolentie sur la côte de la mer Adriatique. Euh, donc Alexandre, en fait, au tout début de son règne, va mener une campagne contre les Illyriens et les Dardaniens. Donc il va aussi d'ailleurs défaire les Thraces. Hein, il va soumettre les tribus thraces et avoir notamment le ralliement des fameuses Agrianes. Donc en tout cas, Alexandre s'empare de Pélion, hein, donc le site non identifié à ce jour, en 335, après un siège, hein, mais il va laisser Clitos à la tête de son royaume pour en faire son vassal. Et au même moment, Alexandre est rappelé par les affaires de Grèce, hein, sachant que Thèbes s'est soulevé. Donc voilà, hein, pour Philippe et Alexandre qui ont finalement, on va dire, éloigné pour un temps la menace des Illyriens. Alors, à voir qu'il y a un autre roi, enfin, que j'ai cité, c'est Glaucias, roi des Tolentiens. C'est intéressant parce qu'il va recueillir à sa cour le jeune Pyrrhus, donc futur roi des Pires, évidemment, qui va mener des campagnes contre les Romains, et il sera aussi d'ailleurs aussi un temps roi de Macédoine. Donc Pyrrhus a appris hein, l'art de la guerre et les mœurs rudes des Illyriens. Et donc Glaucias, lui, va donc continuer à régner sur donc la communauté des Tolentiens hein, autour de sa capitale Épidame, donc ancienne colonie grecque, et il entre ensuite en conflit contre Cassandre, donc le roi de Macédoine. Alors ensuite, il y a une autre tribu qui va émerger, c'est les Ardéens, ou Ardéens, plusieurs orthographes. Donc là, on est au milieu du IIIe siècle avant notre ère, et donc ils vont recevoir le titre de roi des Illyriens, et ils vont d'ailleurs conserver la capitale, hein, qui est Scodra. Et donc on a un roi qui s'appelle Agrone, qui va mener une politique agressive avec l'invasion d'une partie de l'Épire. Alors, je vais zoomer là sur plus particulièrement le royaume des Ardiens. Et donc il va mener toute une suite d'actes de piraterie ou d'incursions terrestres, alors sachant que les actes de piraterie étaient déjà connus des Grecs, enfin tout au moins de la part des Illyriens, sauf que maintenant ces actes de piraterie s'accompagnent de raids terrestres, et donc il va occuper pardon, je disais, une partie de l'Épire, ainsi que l'île de Pharos, bon on la voit pas ici, elle est trop petite, mais elle est quelque part par là, où des garnisons illyriennes sont installées. Alors à voir que sous le roi Antigonide, donc roi de Macédoine, hein, Démétrios II, en 231, les Illyriens s'allient avec les Macédoniens, donc pour une fois, et combattent leur ennemi commun, les Étoliens, sauf qu'ils vont ravager l'Épire, pourtant alliés des Macédoniens, et sauf qu'ils doivent rappeler leur armée face à la menace de la tribu voisine des Dardaniens. Donc ensuite, Agrone meurt. Alors la légende dit qu'en fait, il était tellement content de sa victoire contre les Étoliens qu'il aurait bu plus que de raison et serait mort d'une pleurésie. Bon. En tout cas, sa veuve, qui s'appelle Teuta ou Teuta, ça dépend comment on le prononce, et ben va, on le suppose, prendre le titre de reine, ou en tout cas une régence, on peut l'appeler la reine, on la présente souvent comme telle, notamment en Albanie actuelle, hein, c'est une des grandes reines de l'Antiquité à leurs yeux. Et ben Teuta va ravager donc les cités de la côte épirote, va défaire une flotte achéenne et étolienne et prendre pied sur Corcyre. Donc on voit un tout petit bout là au sud ici, c'est l'île actuelle de Corfou, où ils installent une garnison. Sauf que leurs incursions et leurs actes de piraterie commencent à attirer l'attention du Sénat romain, et ça va enclencher donc la première guerre d'Illyrie. Donc là, j'embraye avec les conflits contre les Romains, toujours de manière, on dira, résumée.
Donc les Romains ont commencé à s'étendre à l'est de la mer Adriatique dans la seconde moitié du IIIe siècle avant notre ère, et s'allient avec certaines tribus illyriennes. Sauf que la politique agressive menée par Agrone et sa veuve Teuta commence à inquiéter les Romains, sachant que les Ardiens, en fait, sont aussi accusés donc de piraterie, puis aussi d'abriter des pirates dalmates qui attaquent régulièrement les navires romains. Et donc en 229, d'importantes troupes romaines débarquent en Illyrie, prenant au dépourvu Teuta, qui est contrainte de signer un traité de paix très sévère qui marque la fin de la première guerre d'Illyrie, sachant que les Romains vont constituer, on le voit sur la carte précédente, un protectorat, donc ils vont prendre pied, on va dire, une première marche, on va dire, vers le monde grec. Alors, ils vont un temps, je parle des Romains, avoir un émissaire, on dirait que ça s'appelle Démétrios de Pharos, donc il y a un nom grec, mais qu'on peut considérer peut-être comme illyrien ou grec, c'est pas très très clair. Donc en tout cas, il y a un moment où ce gouverneur, on va dire illyrien, mis en place donc par les Romains, va vouloir s'émanciper donc des Romains. En fait, il profite que les Romains préparent la deuxième guerre punique contre Hannibal, et Démétrios, donc de Pharos, rallie les Macédoniens. Alors finalement, en 219, Démétrios est vaincu par une flotte romaine, et il s'enfuit à la cour de Philippe V, de Macédoine bien sûr, dont il devient l'un des principaux conseillers. Et d'ailleurs, on pense même que c'est lui qui a poussé Philippe V à entrer en conflit contre les Romains. D'ailleurs, évidemment, comme je viens de le dire, la première guerre macédonienne serait due en grande partie à l'influence de Démétrios. Alors, les Romains s'appuient sur un frère d'Agrone qui ressort du placard, qui s'appelle Skergédileidas, c'est-à-dire pas évident à dire, et sur le fils donc, de ce dernier qui s'appelle Pleuratos III, pour gouverner les Illyriens. Donc ce dernier, la Pleuratos III, reste fidèle aux Romains pendant la première guerre de Macédoine, et il reçoit en récompense des territoires enlevés à la Macédoine. Donc son fils et successeur, qui s'appelle Genthios, qui est connu parce que c'est considéré comme le dernier roi illyrien, en fait s'allie avec Persée, donc qui est le dernier roi de Macédoine, contre les Romains, ceux qui déclenchent la troisième guerre d'Illyrie, la troisième et dernière guerre d'Illyrie. Et finalement, les Romains s'emparent de Scodra, donc la capitale, en 168, et capturent Genthios. Et plus tard, ils vont battre évidemment Persée à Pydna. Et on va dire faire de la Macédoine une province romaine. Donc Genthios, à retenir, c'est le dernier roi illyrien. Et l'Illyrie est totalement conquise et devient de fait, même si c'est pas officiel, mais enfin une tribu romaine, pardon, une province romaine, ou en tout cas un protectorat. Alors il y a différents soulèvements qui vont éclater en Illyrie, notamment entre 153 et 145 avant notre ère. Alors un autre soulèvement est réprimé en 49 par Jules César. Et donc en 27 avant notre ère, au moment du partage des provinces entre Auguste et le Sénat, c'est le Sénat donc qui hérite de la province de Dalmatie, qui englobe en fait l'Illyrie, les peuples illyriens. Donc on va appeler ça la province de Dalmatie. Et une révolte donc éclate entre 11 et 10 avant notre ère, menée donc par les tribus dalmates, et ensuite une autre grande révolte, la révolte illyrienne de 6 à 9 de notre ère, qui est matée par Tibère, donc le futur empereur, avec l'aide de Germanicus, qui finit par ramener l'ordre en Dalmatie illyrie. Alors, il faut voir que les Romains vont vouloir briser les velléités émancipatrices des Illyriens en les déportant et en les réinstallant soit dans d'autres régions d'Illyrie, soit en Dacie, donc plus au nord. Ce qui va provoquer la disparition de tribus ou alors la formation de nouvelles tribus à partir des populations restantes. Et certaines de ces tribus illyriennes se retrouvent mélangées avec les tribus celtes, comme les Otariates, ce qui aboutit finalement à une forme de celtisation des Illyriens. Et donc en 10, l'Illyrie est répartie, en tout cas une nouvelle répartition entre la province de Pannonie, donc plus au nord, en Slovénie actuelle, grosso modo, et la province précédente de Dalmatie.
il faut voir qu'au IIIe siècle de notre ère, hein, plusieurs empereurs romains, donc d'origine illyrienne, jouent un rôle important dans la défense de l'Empire, hein, face aux peuples barbares d'au-delà du Danube, sachant que l'Illyrie est une région stratégique parce qu'elle est au contact du Danube, hein, et donc plusieurs empereurs illyriens, euh, ben, euh, en tout cas plusieurs empereurs romains, sont d'origine illyrienne. Alors je vais faire court pour la suite, hein, c'est-à-dire l'Antiquité tardive, parce qu'à partir du VIe siècle, hein, le terme d'Illyrien va tomber en désuétude. La dernière, on peut dire, allusion au peuple des Illyriens, c'est ce qu'on appelle la préfecture du prétoire d'Illyricum, donc qui a été fondée, si je ne m'abuse, que je vérifie ça, par Constantin. Donc c'est un grand conglomérat, hein, qui comprend la Dacie et la Macédoine. Hein. Donc on est en 395 effectivement, sous Constantin. Donc c'est un terme un peu, voilà, on va dire pas très géographique parce que ça reprend plusieurs grandes régions, donc Illyrie, Dacie et même la Macédoine. Et c'est à l'époque que s'installent, hein, les Slaves du Sud, hein, qui vont notamment évidemment donner plus tard les Serbes ou les Croates, hein, principalement. Et donc après l'arrivée donc des Slaves, on est là vers 500-600, une civilisation va se développer en Albanie qu'on appelle la civilisation de Coman, du nom d'un site, avec un artisanat donc assez développé, assez brillant, hein, qui témoigne de la permanence de techniques illyriennes antérieures. Et donc cette civilisation de Coman en fait sert pour prouver une continuité entre les Illyriens antiques et les Albanais, dont la première mention historique date du XIe siècle. Alors, on a bien compris, hein, qu'au final, à la fin de l'Antiquité, le monde illyrien a connu de forts bouleversements du fait de la romanisation, de la christianisation, puis des invasions de populations qui se sont installées de façon durable, hein, sans toutefois que les formes des civilisations antérieures, hein, ne disparaissent totalement. Alors, voyons maintenant les aspects plus militaires. Donc, l'histoire militaire des Illyriens, on va l'étendre, hein, du Xe au 1er siècle avant notre ère. Et donc, elle se caractérise par de nombreux conflits entre des tribus, hein, ou avec les voisins gréco-macédoniens puis romains. Alors, l'historiographie gréco-romaine, hein, présente les Illyriens, hein, comme des sanguinaires, imprévisibles, turbulents, mais aussi, alors, du fait de cela, on va dire, ce sont d'excellents guerriers, hein, ce qui fait leur réputation dans l'Antiquité. Alors, les Illyriens fournissent des troupes légères, hein, mercenaires à l'armée macédonienne du temps des Argéades et des Antigonides. Et on le voit ici à travers donc la première illustration, donc un fantassin lourd équipé donc d'une cuirasse en bronze, hein, c'est que ce fantassin lourd porte un tueros, hein, donc c'est mal écrit, c'est tureos, oui, oui, comme quoi je vais changer sur Wikipédia, petite coquille de moi-même je pense, hein, petite faute. Bref, en tout cas il porte le tureos qui est un bouclier long, hein, de forme ovale, qui est en fait d'origine celte, hein, et qui a été amené dans les armées hellénistiques, donc les Séleucides ou les Lagides d'ailleurs, hein, par donc les Illyriens et les Thraces, hein, ce qu'on appelle donc les turéophores, hein, porteurs de turéos, donc un bouclier d'origine celte, qui va remplacer petit à petit le bouclier rond ou la pelletée, hein, le pelleté des peltastes. Alors, les Illyriens sont aussi très connus, hein, pour leurs actes de piraterie, donc en Adriatique ou en mer Ionienne. La grande période de la piraterie illyrienne, c'est le IIIe siècle avant notre ère, donc sous les règnes d'Agrone et de sa veuve Théouta, qui multiplient, on l'a vu, les raids contre les colonies et les territoires grecs, sachant que les Illyriens disposent de navires de guerre petits et rapides, hein, avec une rangée de rames simples, ce qu'on appelle les lemboi en grec, ou lembus en latin, qui peuvent transporter jusqu'à 50 soldats. Bon, la fiche n'existe pas encore sur Wikipédia, mais je vais m'en occuper en s'aidant de la fiche en anglais. Donc voilà pour l'histoire militaire, donc je fais relativement court, mais enfin, voilà, les illustrations sont assez jolies et parlent d'elles-mêmes. Alors, pour la suite, je vais là aussi essayer de résumer un petit peu, mais voir les aspects archéologiques et religieux.
Alors, sachant que voilà, l'archéologie est un grand secours pour nous parce que effectivement, on n'a pas de littérature écrite en illyrien, et certaines dynasties illyriennes ont laissé de riches tombeaux où ont été mis au jour des masques en or ou des vasques de bronze, hein, notamment en Albanie actuelle. Et dans ces tombeaux, on trouve également donc des pièces de monnaie, des pièces d'armure, des outils. Alors, à voir que les Illyriens ont été influencés par les Celtes, hein, donc dans de nombreux aspects culturels et matériels, en particulier les tribus de Dalmatie. Et d'ailleurs, les chefs illyriens portent des torques de bronze, hein, autour du cou, hein, comme les Celtes. Alors, les populations illyriennes pratiquent l'inhumation dans des tumuli, hein, jusqu'à l'ère chrétienne, et y déposent, hein, divers objets, donc bijoux, armes, monnaies, hein, donc soit importés, soit réalisés par des artisans locaux. Alors, le développement urbain est beaucoup plus tardif, hein, que dans le monde grec, hein. Il va commencer au 5e siècle avant notre ère. Donc, les premières enceintes sont érigées autour de Skodra, donc la capitale, et l'urbanisation va surtout se développer en Illyrie méridionale, hein, donc en contact du monde grec, hein, avec notamment des remparts en murs cyclopéens. Et au siècle suivant, hein, donc au IVe, hein, les Illyriens fondent de nouvelles villes, notamment Lysos, Bilis et surtout Skodra, donc la capitale. À voir que ces villes sont marquées par des progrès dans la polyurcétique, hein, pour faire face aux attaques des Grecs ou d'autres tribus illyriennes, avec des remparts aménagés de tours et des portes mieux défendues. Alors par rapport aux aspects religieux, donc là c'est en rapport aux documents que vous pouvez voir, les Illyriens sont bien sûr polythéistes, hein, et vénèrent essentiellement des divinités liées au pouvoir de la nature. Alors, il y a quand même des traces assez nombreuses, hein, donc des pratiques religieuses de l'époque pré-romaine, et on a pas mal d'indications par rapport au symbolisme religieux, sachant qu'en fait, l'objet principal du culte des Illyriens est le soleil, hein, au sein d'un système religieux assez complexe, sachant que le soleil, hein, ou la divinité solaire, est représentée comme une figure géométrique telles que la spirale, le cercle concentrique ou la svastika, ce qu'on peut voir ici, hein, donc sur une plaque de ceinture en bronze où un cavalier porte une svastika, donc là ici un symbole solaire. Alors on retrouve également euh, toute une symbolique en fait autour des animaux, notamment les chevaux et surtout le serpent qui est très très courant. Et en tout cas, on remarque qu'il n'y aurait pas de dieu commun à toutes les tribus illyriennes, hein, et qu'un certain nombre de divinités n'apparaissent que dans des régions spécifiques. Alors, je vais vous épargner toute la suite des divinités illyriennes, hein, mais leur principal, c'est Touros, hein, donc qui est l'équivalent du Zeus Pater. On peut également citer comme divinité principale, notamment en Dalmatie et en Pannonie, le culte de la divinité romaine, hein, de la forêt, qui s'appelle Sylvanus. Là, pour le coup, je l'écris avec un Y, avec un I. Bon, c'est avec un Y. Pardonnez-moi la faute. Et donc, en tout cas, je disais, c'est que voilà, ils ont des animaux totems, hein, dans leur culte. Notamment, le plus important, c'est le serpent. Aussi des oiseaux. On retrouve également des chevaux. Et les Illyriens, hein, croient en la force des sortilèges, au pouvoir magique, des amulettes, et au mauvais sort également. Et on suppose que les sacrifices humains ont joué un rôle important dans certains rites, hein. Arien d'ailleurs, dans l'Anabase, rapporte que le roi Clitos, lors du siège de Pélion face à Alexandre, a sacrifié 3 garçons et 3 jeunes filles, hein, pour lui donner la victoire, ce qui n'arrivera pas. Donc le type d'inhumation le plus courant, hein, je l'ai dit précédemment, hein, c'est à l'âge du fer l'inhumation en tumulus, et plus le statut des individus est élevé, hein, plus le monticule est haut. Donc en tout cas, on voit un riche éventail de croyances religieuses, de rituels funéraires, hein, qui ont émergé en Illyrie, particulièrement pendant la période romaine, hein, et donc ça reflète toute la variété des identités culturelles dans cette région. Alors pour revenir rapidement sur les aspects linguistiques, c'est que
on l'a dit, mais il n'y a pas de texte écrit en langue illyrienne, donc tout ce qu'on sait, en tout cas, toutes les inscriptions littéraires sont gravées en grec et en latin, et bien voir en fait que certaines théories qu'on appellera proto-chronistes pensent qu'en fait que l'albanais moderne soit en fait de l'illyrien. Certains pensent aussi d'ailleurs que les langues slaves méridionales, donc principalement le serbo-croate ou le slovène, sont aussi de l'illyrien slavisé. Mais bon, on peut considérer qu'il y a quand même eu de multiples influences entre ces langues, et on trouve également dans la langue albanaise des caractères traces, notamment. Donc voilà pour le coup, je vais pas trop détailler les aspects linguistiques un petit peu plus complexes, je vous renvoie à la page Wikipédia pour plus d'informations. Donc voilà, bah, j'espère que ça vous a intéressé. J'ai voulu sortir un petit peu de ma zone de confort, évoquer un peuple assez méconnu. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous dis à très bientôt.